Il suffit d'imaginer la scène un instant. Une institution sportive valorisée à plusieurs milliards d'euros, avec des infrastructures ultra modernes, Ouais, le très haut niveau, quoi. c'est ça. Soutenue par une armée d'analystes de données et des préparateurs mentaux. Et là, du jour au lendemain, on dirait qu'ils ont littéralement oublié comment gagner un match de football. C'est exactement ce qui ressort des rapports qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, on lance une nouvelle analyse approfondie au cœur d'une anomalie statistique et psychologique qui est juste terrifiante pour les fans. On se penche sur le club de Tottenham Hotspur. Les fameux Spurs. Voilà. Un vrai géant de la Première Ligue qui se retrouve en chute libre. Ils sont actuellement écrasés à la 17e place du classement. Ce qui est impensable pour un club de ce statut. Complètement impensable. C'est simple, pour trouver trace d'un tel péril dans ce coin du nord de Londres avec une vraie menace de relégation, il faut remonter attends, je vérifie, à l'année 1977. 1977, oui. Ça fait presque 50 ans. C'est fou. Bon, décortiquons ça. Comment une machine conçue pour l'excellence se dérègle-t-elle au point de ne plus pouvoir assurer sa propre survie? Pour comprendre l'ampleur de cette paralysie, parce que c'est une vraie paralysie institutionnelle, il faut impérativement détourner le regard du classement brut. La 17e place, c'est pas le problème de fond. C'est juste le symptôme, en fait. Exactement. Ce n'est que l'onde de choc visible à la surface. Ce que les documents décrivent en réalité, c'est l'effondrement systémique d'une structure mentale. Waouh, ok, carrément. La mécanique d'un groupe d'athlètes d'élite qui, sous le poids d'une pression historique, perdent tous leurs repères spatiaux, leur lucidité, leur cohésion. Donc on ne parle plus juste de rater une passe, quoi. Non, pas du tout. Une série de 13 matchs sans victoire, ça ne s'explique plus par un simple manque de chance, ni même par des erreurs techniques isolées. C'est devenu une véritable pathologie collective. Et justement, pour poser un diagnostic précis sur cette pathologie, nos sources indiquent qu'on doit disséquer le point de bascule le plus récent. Le match qui a tout fait basculer? C'est ça, l'événement qui a transformé la simple inquiétude en terreur panique. On parle de cette déroute totale, une défaite 3-0 face à Nottingham Forest. Un concurrent direct pour le maintien en plus. Ouais, ce qui rend la chose encore pire. Et le pompon, c'est que ce naufrage s'est produit à domicile. Mais les rapports soulignent un truc super intéressant, le score final masque la véritable tragédie du match. Ah oui, la première mi-temps. Voilà. Contre toute attente, la première mi-temps était hyper équilibrée, très intense. Tottenham s'est créé des occasions super nettes, Richarlison a même frôlé l'ouverture du score. Il y a aussi cette action un peu folle avec Igor Jesus. Oh oui, la séquence surréaliste. Igor Jesus, l'attaquant de Forest, qui a bien failli marquer contre son propre camp en expédiant le ballon sur son propre poteau. Et tu vois, ces micro-événements, ils sont d'une importance capitale dans la psychologie d'une équipe en crise. Ah bon? Comment ça? Sur le moment, pour les joueurs de Tottenham, ces actions nourrissent un récit interne très positif. Dans leur tête, le fait que le ballon heurte le poteau au lieu de rentrer, ça agit comme un signe. Genre, la chance tourne enfin. Exactement. Ils se disent que le mauvais sort est peut-être enfin brisé. La structure tactique tenait bon, le pressing était bien coordonné, l'équipe montrait une vraie résilience en fait. Ils se rassuraient, quoi. C'est ça. Ils construisaient, minute par minute, une fondation psychologique solide pour attaquer le reste de la rencontre. Sauf que, et c'est là que le drame arrive, le chronomètre affiche le temps additionnel de cette même première mi-temps. Et à ce moment précis, ce même Igor Jesus, qui venait de frôler le but contre son camp, Ils trouvent la faille du bon côté cette fois. il marque juste avant le coup de sifflet de la pause. En lisant ça dans les rapports, ça m'a fait penser à une analogie un peu mécanique. Je t'écoute. C'est pas juste un but encaissé, c'est littéralement comme un disjoncteur qui saute. Imagine, tout le système électrique d'une maison fonctionne parfaitement, et soudain, bam, une surtension fait tout plonger dans le noir. C'est une très bonne image. Mais du coup, psychologiquement parlant, comment un but à la 45e minute plus 1 agit-il comme ce disjoncteur sur l'équipe dirigée par Igor Tudor? Ce qui est fascinant ici, c'est la notion de charge cognitive. Charge cognitive. Ouais. Dans le foot, on entend souvent l'expression de but assassin avant la pause, mais on explique rarement pourquoi ça fait si mal. Le système de jeu d'Igor Tudor exige une concentration de tous les instants. Un marquage très strict, c'est ça. Un pressing homme à homme et des déclencheurs ultra stricts. Et quand un groupe est déjà fragilisé par une mauvaise série, le cerveau des joueurs fonctionne en état d'alerte maximale, en permanence. Ils sont sur les nerfs. Exactement. Donc, encaisser ce but au moment précis où ils pensaient avoir survécu à la première mi-temps, ça provoque un vrai court-circuit mental.
Ce n'est plus juste de la fatigue physique. C'est neurologique presque. C'est un effondrement neurobiologique, oui. Ah ouais. Donc ça veut dire que le fameux discours de l'entraîneur à la mi-temps dans les vestiaires, il ne sert plus à rien. À rien du tout. Le vestiaire est censé être le lieu pour peaufiner les détails tactiques, pour remobiliser les troupes, mais là, ça se transforme en unité de soins intensifs. Ouch. L'entraîneur Igor Tudor, il tente sûrement de parler de positionnement dans les demi-espaces, de couverture défensive, mais les joueurs n'impriment plus. Ils ne traitent plus l'information. Ils sont complètement déconnectés. Ils sont frappés par ce qu'on appelle en psychologie l'impuissance apprise. C'est-à-dire? C'est ce sentiment ravageur que, peu importe l'effort fourni, et on a vu qu'ils faisaient des efforts en première mi-temps, le résultat final sera toujours négatif. Le destin leur semble déjà scellé. Waouh. Ce qui explique totalement pourquoi la seconde mi-temps a ressemblé à un enterrement de première classe. Les sources détaillent qu'ils sont revenus sur la pelouse complètement vidés. Plus aucune énergie. Rien. Et la sanction tactique, elle a été immédiate. Morgan Gibbs-White et Taiwo Aoniyi ont juste transpercé leur ligne pour ajouter 2 buts de plus. Le système de Tudor, qui demande tant d'agressivité d'habitude, est devenu super passif. Avec des joueurs qui avaient systématiquement un temps de retard. C'est ça. Sur chaque intervention, C'est la conséquence directe de ton fameux disjoncteur qui a sauté. Si un joueur hésite un dixième de seconde parce qu'il doute, l'adversaire s'engouffre dans l'espace. ça pardonne pas en première ligue. Pas du tout. Le bloc équipe se fracture, la ligne défensive recule instinctivement de 10 mètres par peur de se faire prendre dans le dos. Et ça déconnecte totalement le milieu de terrain. Donc il n'y a plus d'équipe en fait. La cohésion tactique n'existe plus. Il ne reste que 11 individus qui tentent très maladroitement de survivre à la tempête. Et cette tempête sur le terrain, elle a déclenché un véritable ouragan dans les tribunes. C'est la deuxième grande observation de nos sources. Et elle est frappante. Le public a craqué. Le naufrage en seconde période a eu un effet miroir foudroyant sur les supporters. On a assisté à un exode massif, carrément. Des milliers de fans ont quitté le stade bien avant la fin du match. Laissant des gradins vides et silencieux. C'est d'une tristesse. Surtout que c'était la 10e défaite à domicile de la saison. L'ambiance d'avant-match était électrique, pleine d'espoir. Et c'est devenu un cauchemar absolu. 13 matchs consécutifs sans victoire. Une série noire terrible. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? On entend tout le temps ce cliché du public qui est le 12e homme, la forteresse imprenable. Mais cet exode massif, c'est juste une conséquence du mauvais jeu ou ça devient une cause directe de l'effondrement vers la relégation? Et si on relie ça à la situation globale, la dynamique de l'avantage à domicile s'est complètement inversée. Comment ça? Inversé. Normalement, un stade plein, ça crée un filet de sécurité émotionnelle pour les joueurs. Même face à une équipe tactiquement supérieure, l'énergie pure de la foule peut arracher un résultat. Ouais, la magie du foot, quoi. Voilà. Mais dans le contexte de cette série de 13 matchs sans victoire, et surtout ces 10 défaites à la maison, le stade n'est plus du tout une forteresse. C'est devenu quoi alors? C'est devenu une cour d'assises. Les supporters ne viennent plus pour pousser leur équipe, ils viennent pour la juger. Ah oui, l'ambiance tribunale. Mais attends, je dois faire l'avocat du diable 2 minutes. On parle de professionnels de très haut niveau, là. C'est vrai. Ce sont des gars qui gagnent des millions, qui jouent des compétitions internationaux, ils ont des psys, des coachs. Ils sont formés pour ignorer le bruit extérieur, non? En théorie, oui. Pourquoi une équipe de ce calibre laisserait les grognements des tribunes dicter son exécution tactique? C'est censé être une bulle hermétique sur le terrain. Ça, c'est le mythe tenace de l'athlète robotique. La réalité, c'est que la perméabilité émotionnelle, elle est inévitable. Même pour eux. Même pour eux. Quand t'as 60 000 personnes qui retiennent leur souffle à chaque passe vers l'arrière ou qui murmurent de frustration à chaque contrôle de balle un peu raté, ça crée une atmosphère de stress toxique. Ah ouais, je vois le genre. Le joueur avec le ballon, il sent cette anxiété. Et tactiquement, ça se traduit par des prises de décision biaisées. Donc il va faire le mauvais choix juste pour calmer le public. Souvent, oui. Pour apaiser la foule, un milieu de terrain va forcer une passe difficile vers l'avant alors qu'il aurait dû sécuriser la possession. Et bam, perte de balle. Voilà, perte de balle dans une zone dangereuse. L'équipe adverse sent cette fébrilité et adapte son jeu. Il ne joue plus contre le système tactique de Tudor. Il joue contre l'anxiété du stade. Exactement. Donc le fameux 12e homme se transforme littéralement en 12e adversaire. Il force l'erreur non forcée, quoi. C'est tout à fait ça. Et lorsque les supporters commencent à déserter les gradins avant même la fin du match, c'est le coup de grâce. C'est pire que des sifflets, hein. Oui, oui. Ce n'est pas seulement une insulte visuelle. En partant, la foule retire le tout dernier bouclier mental qui protégeait l'équipe. Cet exode, ça signifie très clairement « nous ne croyons même plus à un miracle de dernière minute ». L'abandon total. Sur le terrain, les joueurs constatent cet abandon.
et l'adversaire sent l'odeur du sang. C'est une vulnérabilité totale qui rend toute tentative de révolte vaine. Et face à ce vide abyssal, parce que là c'est le vide sur le tableau d'affichage et dans les tribunes, il fallait bien que quelqu'un prenne le relais. La nature a horreur du vide. Les crises institutionnelles aussi. Et c'est là qu'intervient le pont de commandement. Le capitaine de l'équipe, Cristian Romero, a pris la parole pour lancer un véritable appel de détresse. Une communication de crise très classique. Les rapports s'attardent pas mal sur sa déclaration d'ailleurs. Il a qualifié le match contre Forest de, je cite, « mauvaise journée ». Et il a promis au nom du groupe de se donner à 200% lors de ce qu'il appelle les 7 dernières finales de Tottenham. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les mots choisis ne sont jamais là par hasard. Remplacer un terme factuel genre « match de championnat pour le maintien » par le mot « final », ça modifiait le calibrage mental de toute la fin de saison. Cela soulève une question importante quant à l'impact réel de la sémantique sur la performance sportive. C'est clair. Utiliser ce vocabulaire guerrier, parler de finale, promettre un engagement surhumain à 200%, c'est le manuel de survie page 1. C'est pour créer un électrochoc, non? Le but, c'est de forger une union sacrée de la dernière chance. Mais d'un point de vue purement psychologique, est-ce vraiment ce dont une équipe au bord du gouffre a besoin? C'est exactement ce que je me demande. S'ils sont déjà victimes de surcharge cognitive, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, est-ce que rajouter l'étiquette finale sur un banal match du dimanche, ça ne revient pas à rajouter des poids sur quelqu'un qui se noie? C'est une excellente métaphore. Et c'est l'illustration parfaite de la loi de Yerkes-Dawson en psychologie de la performance. La loi de qui? Yerkes-Dawson. En gros, cette loi démontre que jusqu'à un certain point, l'augmentation du stress et de l'enjeu améliore la performance. La fameuse bonne adrénaline. C'est ça. Mais au-delà d'un seuil critique, l'excès de pression fait complètement s'effondrer les capacités cognitives et motrices. Donc, trop de pression tue la performance. Le football moderne, qui exige de prendre des infos en une fraction de seconde, avec une technique parfaite, jouer chaque match comme si c'était une question de vie ou de mort, c'est contre-productif. Ça tétanise. En qualifiant ces rencontres de finale, Romero ajoute une pression écrasante sur un groupe qui tremble déjà à la moindre passe. Ça fige les joueurs au lieu de les libérer. Et tu sais, il y a un autre truc qui me chiffonne dans son discours, c'est l'utilisation de l'expression « mauvaise journée » pour parler du 3-0 contre Nottingham. Oui, l'euphémisme. J'ai du mal à capter la logique. Quand une équipe est sur une série noire de 13 matchs sans victoire, on ne parle plus d'une simple mauvaise journée, quoi. Une mauvaise journée, c'est un accident de parcours. Là, on est sur une pathologie lourde. 13 matchs, c'est une tendance, c'est presque la norme de l'institution à ce stade. Est-ce que c'est pas une forme de déni un peu toxique de la part du capitaine, ou il est juste obligé de sortir la cassette habituelle parce qu'il n'y a rien d'autre à dire? C'est un mélange des deux. C'est de la protection de groupe, mais aussi de l'aveuglement stratégique. Un leader, il ne peut pas arriver devant les micros et admettre que le système de l'entraîneur ne marche plus. Ouais, il protégerait plus personne. Ni avouer que le vestiaire est mort. Donc, utiliser l'euphémisme de la mauvaise journée, c'est une tentative désespérée de compartimenter l'échec. Pour se dire que c'est isolé. L'idée, c'est de dire « ce match était une anomalie, on se concentre sur demain ». Mais le danger de cette rhétorique, c'est qu'elle évite de traiter le vrai problème à la racine. Le fameux éléphant dans la pièce. S'il n'y a pas de diagnostic honnête sur les failles structurelles, sur cette incapacité chronique à gérer la tension, l'équipe va juste reproduire les mêmes erreurs lors de ces fameuses 7 finales. Le déni, ça empêche l'adaptation. Et tout ça ramène inévitablement l'ombre de l'année 1977 au-dessus du stade. La dernière relégation. Exactement. À l'époque, c'était un drame sportif, ok, mais aujourd'hui, avec les enjeux financiers colossaux, les droits télé, la valorisation du club, c'est un cataclysme industriel qui menace toute l'institution. C'est une entreprise qui risque de couler. Le tableau de nos sources est vertigineux. On a un géant du foot anglais terrassé à la 17e place. Une défaite charnière 3-0, déclenchée par un effondrement mental après un but dans le temps additionnel. Le fameux disjoncteur. Des stats glaçantes avec 13 matchs sans victoire et 10 défaites à domicile. Un stade qui se vide et au milieu de ses ruines, un capitaine qui s'accroche à la sémantique de l'urgence pour tenter de ranimer le patient. Ce qu'il est crucial de retenir de cette exploration, c'est que la chute d'une organisation complexe, ça ne s'explique jamais par une seule variable. Ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Ce n'est ni seulement la tactique de Tudor, ni seulement le niveau des joueurs, ni même l'hostilité du public. C'est l'intersection mortelle de ces 3 éléments. Un cercle vicieux.
La peur engendre l'erreur tactique, cette erreur provoque la colère des tribunes, et cette colère fige complètement les joueurs. C'est une boucle implacable. Étudier Tottenham aujourd'hui, c'est vraiment observer un laboratoire grandeur nature sur la gestion du désastre. C'est fascinant de voir comment l'intangible, genre la confiance ou la pression, finit par avoir des conséquences physiques ultra mesurables sur le terrain. Ce n'est pas un os brisé qu'on peut plâtrer. Non, c'est un réseau de connexions psychologiques qui se désintègre sous nos yeux. Et c'est justement ce qui amène à une réflexion finale, un point précis soulevé par les sources et qui mérite qu'on y pense sérieusement. Ah oui, la fameuse promesse de la capitainerie. Promettre publiquement de se donner à 200% pour les 7 derniers matchs, c'est 7 finales pour sauver le club. Sur le papier, c'est beau, c'est courageux, mais en creusant la logique de cette déclaration, il y a un truc très dérangeant qui émerge. Lequel? Si un groupe de joueurs professionnels ressentent la nécessité absolue de promettre un effort à 200% au moment où le club est au bord du précipice, ça soulève en creux une vérité terrible sur leur engagement précédent. Ah, je vois où tu vas en venir. Si la survie demande 200% aujourd'hui, à quel pourcentage tourner le moteur pendant toute la longue descente aux enfers des 13 matchs précédents? C'est une question qui fait mal. C'est une réflexion amère sur la différence entre faire son métier et se battre pour sa survie. Et sur le danger de ne se réveiller que lorsque les flammes lèchent déjà les murs de la maison. Sur ce, la question reste ouverte.